C'est aussi un film où, visiblement dans la production, il y a eu des choses qui sont montées un peu en sauce. D'abord, si je ne me trompe pas, si les infos que j'ai trouvées sont justes, il y a d'abord eu Margot Robbie et Jared Leto sur le projet, ce qui fait qu'on sent quand on voit le film final qu'il devait être très important, que ce soit bien Harley Quinn et le Joker devaient avoir un rôle très important dans le film. Et puis, peu de temps après, Will Smith a signé sur le film. Là, je suis obligé de faire une parenthèse sur ce que j'appelle les Will Smith Movies. Qu'est-ce que c'est que les Will Smith Movies? Les Will Smith Movies, c'est un peu... comment dire ça? J'ai fait des recherches un peu. Pour vous donner une échelle d'idée, Will Smith est un des acteurs les plus bankable du monde mon Dieu, on savait pas. Donc ça, c'est pas nouveau. Par contre, ce que j'ai découvert, moi, c'est que, en général, la force qu'ont des acteurs comme Will Smith, Tom Cruise, je les rattache parce qu'ils font vraiment partie des deux acteurs les plus bankable de l'histoire du cinéma et de notre époque. Hein. C'est eux qui sont vraiment des réalisateurs. Pardon, excusez-moi. Bon, lapsus, c'est révélateur, mais c'est des acteurs, producteurs. Voilà, dans le cas de Will Smith, il fait tourner sa famille, son fils et tout ça. Nonobstant le fait que son fils est un bon acteur, hein, mais ça en dit long sur sa capacité à prendre en main un projet, à dire je veux telle ou telle chose, quoi. Et puis dans le cas de Tom Cruise, c'est simple, Tom Cruise ne tourne plus dans les films qu'il produit pas. Je crois que la dernière fois qu'il a tourné dans un film qu'il n'a pas produit, ça devait être Tonnerre sous les tropiques. Je crois que c'est l'unique Ben Stiller que je trouve bien. Je trouve même très bien. Même si Ben Stiller, je ne peux pas. Mais je veux dire, je crois que c'est le dernier. Sinon, j'ai pas souvenir d'un caméo ou de quelque chose comme ça. Bon, c'est pas vrai. Il a un rôle, hein, dans Tonnerre sous les tropiques, mais c'est pas un, comment dire, c'est pas non plus un rôle principal. Donc, depuis ça, je crois qu'il ne fait plus que des films où il est personnage principal et producteur, ou au moins coproducteur. Je crois qu'il arrive à un stade où il produit tout seul quasiment les Missions Impossibles, si je ne me trompe pas. Bref, tout ça pour dire, vous imaginez la star du film, c'est votre acteur principal et en plus c'est votre producteur. Là, le rôle du réalisateur, il est important, mais il faut pas se leurrer, il a plutôt intérêt à s'entendre avec son acteur principal. Or, David Ayer, il s'est pas retrouvé avec un Batman joué par exemple par Will Smith. Il s'est retrouvé avec Margot Robbie, Jared Leto, qui faisait donc un groupe, et Will Smith, qui est arrivé peu de temps après sur le projet. Le problème, c'est que quand on a Will Smith sur un projet, comme je l'ai dit, c'est un acteur qui est bankable, c'est un acteur qui à la signature du contrat avec la production peut imposer des choses. C'est un mec intelligent, je suis pas en train de dire qu'il dit je veux voler, je veux faire ceci, ça dans le film, je veux que Deathstroke soit black, avec des cheveux blonds, je dis n'importe quoi, mais c'est pas aussi bête et méchant que ça. Mais forcément, un type qui peut se permettre de négocier son contrat, et c'est là où je veux en venir, sur lui ou Tom Cruise, ils font la même chose, il touche en général un salaire, on va dire, pas modeste, mais on va dire un salaire moyen sur les films. Ils sont sur une moyenne de 10 millions de dollars, hein, pour signer par film, hein, donc vous avez compris, c'est des gens extrêmement riches, évidemment, mais encore plus peut-être que vous ne le pensiez. Donc 10 millions de dollars, c'est grosso modo leur cachet, parfois 15, parfois 20 millions, mais par contre, sur les grosses productions comme Suicide Squad ou autres, ils s'arrangent, ils négocient, et comme ils amènent des gens au cinéma, des gens vont voir leurs films et voir leur tronche au cinéma, ils ont un sacré pouvoir de négociation, ils négocient un pourcentage sur les billets achetés. Et là, par contre, ils font un maximum de fric. Imaginez-vous, dans le cas de Suicide Squad, je sais pas combien d'entrées ils ont fait en France, mais imaginons qu'ils aient fait 1,5 million d'entrées en France, et imaginez 10% de chaque billet, sachant qu'en France, c'est 10 € le billet, quoi. Je vous laisse faire le calcul, mais bon, vous voyez les sommes que ces différents acteurs peuvent se faire. Donc, c'est simplement pour vous donner une échelle de perception du poids, de l'importance d'un mec comme Will Smith quand il débarque sur un plateau de tournage. C'est-à-dire que David Ayer ne peut pas le considérer comme un personnage secondaire dans son film. C'est juste pas possible. Si la boîte de production signe Will Smith, c'est pour que Will Smith soit à l'écran. Si DC Comics fait en sorte que négocie pour que Will Smith joue un personnage dans un film, il va pas être un personnage secondaire, c'est pas possible. C'est une perception personnelle, puisque j'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé de gossip. A priori, il y aurait une relation assez bizarre pendant le tournage, parce que Jared Leto a un côté un peu acteur studio, c'est-à-dire que lui, quand il est dans un personnage, il est à fond tout son tournage. Pendant le tournage de Dallas Buyers Club,
où il joue donc un travesti prostitué et accro à la drogue, il était habillé en femme, paraît-il, tout le temps. Donc, même hors du tournage, il finissait le shootage, ils allaient manger un morceau, il était en femme. Donc c'est un style de préparation, de mise en condition émotionnelle et créatif tout simplement de l'acteur. C'est un truc un peu comment dire, jusqu'au boutiste, mais si je dois faire une parenthèse rapide, il y a ceux qui font ça, c'est-à-dire qu'ils se mettent à fond dans le personnage au point de jamais en sortir. C'est leur manière à eux d'être constamment de devenir de plus en plus naturel, parce que ça devient leur nature pendant un moment donné, de proportion gardée évidemment. Jared Leto s'est pas mis à buter des gens pour rigoler, mais je veux dire, vous voyez l'idée quoi. Et on va dire que de l'autre côté du spectrum, on a des acteurs qui apprennent simplement à bien mentir, voire à très bien mentir. Par exemple, Hugh Jackman, il vient du musical et lui, ça a toujours été son credo, c'est-à-dire être un bon acteur, c'est être un bon menteur, c'est tout. Et c'est pour ça qu'il n'a pas de problème à faire des films où il s'humilie énormément, notamment. Par contre, Jared Leto a beaucoup plus de mal. Il a fait beaucoup de films, mais si on regarde sa filmographie, ça reste globalement très sérieux. Je sais pas s'il a fait beaucoup de vraies grosses comédies, comme d'autres acteurs ont pu en faire. Lui, c'est pas son truc, quoi. Mais c'est vrai aussi que quand on a tendance à avoir ce système de préparation pour devenir le personnage, est-ce qu'on a envie de se ridiculiser soi ou de se voir ridicule? C'est vraiment personnellement, puisque là, dans le style de l'acteur studio et donc de Jared Leto, il s'agit de devenir le personnage. Donc il vaut mieux l'aimer. Vous avez compris, hein, des deux côtés du spectrum, il y a des limites. Si Jared Leto devient un personnage qu'il n'aime pas, il va avoir du mal à le jouer. Donc par définition, il va tordre l'écriture du film, l'écriture du scénario, il va proposer des choses au tournage, il va être assez difficile, mine de rien, à gérer parce qu'à un moment donné, il va se voir comme le personnage, à court ou moyen terme. Donc il va proposer des idées géniales, probablement, mais il va aussi proposer des trucs qui sont un peu sa perception du machin. Et là, le réalisateur, il doit faire avec à un moment donné. Parce que même si Jared Leto, Margot Robbie par exemple, mais je parle essentiellement de Jared Leto, si Jared Leto a de bonnes idées, par moment, il va tordre ce qu'on voulait faire au départ, faire quelque chose d'autre. Il va proposer quelque chose et il va rester là-dessus. Et on aura beau lui dire en tant que réalisateur, non mais attends, tu pourrais peut-être faire comme ça, machin, nuancé, bla. Il peut... C'est pas qu'il le refuse, mais il va pas assez bien le faire pour qu'on puisse l'utiliser ensuite. Ce que lui aura proposé sera probablement meilleur. C'est parce qu'il le jouera mieux, il sera plus impliqué. Donc c'est très délicat comme rapport. Et à l'inverse, un acteur qui ne sait que, entre guillemets, mentir, il va par définition faire ce que vous voulez. Il risque d'avoir un pouvoir de proposition beaucoup plus limité. Or, ça arrive toujours que quand on a 6 ou 7 personnages dans un film, on n'ait pas des idées pour tous les personnages. On a besoin souvent que les acteurs nous nourrissent, que les scénaristes et tout, mais les acteurs au tournage, ils ont une marge d'action qui leur permet d'inventer des choses. Et là, si l'acteur est un peu sec et vous apprend rien, ça devient dur, parce que par définition, on a tous une capacité d'écriture plus ou moins grande. Il y a des scénaristes et des réalisateurs qui ont une capacité à vous écrire 20 personnages complètement singuliers, complètement différents, dans le genre de Paul Thomas Anderson par exemple, hein, avec Magnolia et d'autres, Robert Altman, enfin plein de réalisateurs comme ça. Mais en général, la grande majorité des réalisateurs, je le constate à l'expérience et à force d'avoir vu des films, il y a 2, 3, 4 types de personnages leur univers se résume grosso modo à ça, avec l'expérience, avec le temps, avec l'âge aussi. Ils gagnent parfois des capacités à en écrire des nouveaux, qui vont être vraisemblables. Mais en général, ça tourne autour des 3-4, et c'est déjà très bien. Il y a même des réalisateurs qui n'en ont qu'un de type de personnage, et c'est pas forcément une limite en soi, hein, ça peut donner des films très sympas. Hein. J'encensais dernièrement dans les vidéos de Jason Bourne de Paul Greengrass, j'ai presque envie de dire qu'il sait écrire qu'un type de personnage. Ce serait presque la grande force de son écriture, parce que par contre, au niveau réalisation et au niveau utilisation du jeu d'acteur et des finesses de jeu d'acteur, là par contre, il est extrêmement fort. Là, au montage et au découpage du film, la densité des personnages viennent de leur jeu, viennent de leur présence physique. C'est pour ça que Paul Greengrass, s'il jouait avec des acteurs plus limités, je pense que ce serait vraiment problématique. Parce que justement, dans l'écriture, ces personnages ont le même vocabulaire, la même manière de s'exprimer. C'est très rarement, ils sont différents.
Là, au moins, à cet endroit-là, je trouve que dans Fury, en tout cas, David Ayer, il a prouvé qu'il était capable de le faire. Par contre, et là, ça devient plus délicat, quand on a un mec comme Will Smith, donc, j'y reviens. Déjà, oui, je sais, je m'embrouille, mais juste pour finir sur Jared Leto d'abord. Jared Leto et Will Smith visiblement avaient un rapport un peu particulier pendant le tournage. Bon, il y a eu des magazines People qui ont dit que, bon, grosso modo, il se faisait la gueule, machin, parce que Jared Leto, il était froid. Mais non, mais tout le monde connaît Jared Leto et sait comment il travaille, donc c'est pas... ils ont rien découvert, quoi. Ils essayent de... Même Will Smith en parle en disant « Ouais, au départ, je me disais c'était un gros con, puis après, j'ai compris qu'il était le personnage, machin. » Il n'y a jamais eu de problème, en fait. C'est juste que... voilà, c'est toujours bizarre de voir quelqu'un agir comme son personnage. Mais comme Jared Leto, si je me trompe pas, il a obtenu un Oscar du second rôle pour Dallas Buyers Club, et puis bon, il a joué des personnages incroyables, quoi. Le frère de rien, par exemple, le frère dans Lord of War, il joue le frère du personnage principal, de Nicolas Cage, il est magnifique, il joue super bien. Dans Requiem for a Dream, il est formidable. Enfin voilà, c'est un acteur qui vraiment a une panoplie comme ça de personnages extrêmement réussis. Donc les autres acteurs, ils ont pas fait... Je veux dire, faut pas prendre les acteurs pour des idiots, quoi. À un moment donné, ils savent que Jared Leto, c'est du lourd en termes de jeu d'acteur. Tu vas débarquer Jake Gyllenhaal sur le tournage, tu sais que ça va envoyer. C'est comme ça. Il y a des gens qui ont ce talent-là, qui l'ont bien travaillé, qui travaillent bien leur pratique, et quand ils arrivent, ils en imposent. Et ben, c'est comme ça, et évidemment que Will Smith le savait. Donc je ferme la parenthèse, il y a eu des gossips, mais franchement, je pense pas qu'on peut lui donner de la crédibilité. Par contre, ce dont on parle pas, et je pense que c'est parce que ça reste encore un des tabous dans le milieu hollywoodien, ça reste un truc de magazine People, alors que je pense que ça doit tout doucement commencer à devenir un élément à prendre en compte quand on critique un film. C'est que quand on a des acteurs aussi bankable et lourds en termes financiers que des mecs comme Will Smith, ils imposent des trucs. Et il y a un truc assez impressionnant dans Suicide Squad, c'est à quel point le film a grosso modo 2 tons. Comme je le disais, c'est un peu le bordel, hein, donc on le sent un peu moins. Mais j'ai eu l'occasion de revoir le film, comme je le disais, en introduction de la première partie, je pense, en Italie. Et j'ai vraiment constaté à ce moment-là qu'il y a le film avec Will Smith et le film avec les autres personnages. Et ces films se rencontrent un peu. Mais comme de toute façon, ces 2 films ratés, ça pose pas trop de problèmes, ça fait un grand ratage. Mais c'est encore plus... En fait, si, ça pose un gros problème, je me contredis, mais... Ça pose un gros problème, c'est que la nature du ton du film est constamment en train de se remettre en cause. On a un film de méchant cool, avec Harley notamment et le Joker, qui sont très 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 présents, et un film avec Will Smith, où on peut mettre dedans le personnage joué par Joel Kinnaman, là, le chef de section, le soldat, là, et son love interest, son histoire d'amour, qui sont un peu de la même nature, mais qui ont les mêmes naïvetés et le même manque de développement. Donc c'est une histoire, comme je le disais avant, avec sa fille, Will Smith et sa fille, bref. Et ça fait complètement Will Smith movie, c'est les mêmes codes, c'est-à-dire que c'est un mec cool, qui s'habille super bien. Il y a une séquence où on le voit se balader dans la rue avec sa petite fille, puis il a un chapeau comme ça posé sur le côté, et le mec a la classe, il a un côté funk. J'ai envie de dire, c'est triste à dire, parce que c'est une caricature de black cool des années 70, remis au goût du jour 2016, enfin. Mais c'est la classitude totale, et c'est un mec qui a la classe, tout simplement, Will Smith. Mais je veux dire... Et du coup, il porte ça de film en film, et c'est complètement un truc à lui. Ça me fait faire Je suis obligé de faire une parenthèse sur iRobot là-dessus, où il a imposé des trucs, et c'est le film, je trouve, le plus flagrant de toute sa carrière, où on voit à quel point, putain, mais il est allé foutre son bordel dans le travail d'Alex Proyas. Je ferai probablement un petit retour là-dessus, parce que c'est un film que je trouve qui n'est pas assez, aujourd'hui, défendu, alors que je pense qu'il le mérite, iRobot. C'est vraiment un film très réussi. Bref. Mais il y a trop de Will Smith dedans. C'est le coup, dans iRobot, le coup des Converse, quoi, les Converse des années 2000, parce que voilà, non seulement c'était la marque qui sponsorisait Will Smith d'une certaine manière ou d'une autre, j'en suis quasi certain, même si j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais en plus c'est grossier dans le film, c'est supposé donner un côté rétro, amour du rétro du personnage, mais ça tient pas du tout la route, parce que dans la deuxième partie du film, c'est complètement abandonné, ça devient une sorte de galéjade, en fait, c'est juste du Will Smith dans un film, quoi. Et on a le même problème à un degré moindre dans Suicide Squad, parce que c'est un peu noyé dans la narration, et que mine de rien, on essaye de créer une relation entre lui et Harley Quinn, ce qui fait que bon, au bout d'un moment,
l'un dans l'autre, ça finit par faire une histoire, mais ça reste beaucoup trop présent. Là, je suis en train de faire une critique du genre, il aurait fallu dire à Will Smith, mais en fait, non. Non. Justement, ce que je voulais dire, c'est l'inverse, c'est que c'est très, très difficile. Il faut être un réalisateur probablement qui a énormément de poids pour pouvoir imposer des trucs à des réalisateurs avec encore un lapsus, mais à des acteurs comme ça qui peuvent complètement prendre en main une production. Si vous voulez voir le coup d'un acteur qui à un moment donné, bankable, qui prend la main sur une production, il faut voir le documentaire autour du film Babylon AD de Mathieu Kassovitz, Fucking Kassovitz, qui est sur YouTube. Et d'ailleurs, je vais vous faire un retour sur ce film-là à l'occasion. Ça, c'est... Ouais, on va se faire une petite vidéo sur Fucking Kassovitz. Mais là, vous verrez vraiment comment un acteur principal, en l'occurrence Vin Diesel, prend la main un moment sur le projet et à quel point c'est difficile de comprendre le pourquoi du comment pour un réalisateur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est un documentaire très bien foutu et Mathieu Kassovitz a aussi ses torts. Mais je trouve que quand on voit, pour revenir sur Suicide Squad, on sent vraiment qu'il y a eu ce genre de problème. À un moment donné... La coolitude de Will Smith, elle devait être présente quoi qu'il arrive. Et je trouve que le moment où le film fonctionne le mieux, c'est quand Will Smith est Deadshot. Au contraire, c'est quand il n'est pas Will Smith. À chaque fois qu'il est Will Smith, c'est désagréable. Il fait des vannes à la Will Smith, et à un moment donné, il veut motiver un personnage, il y a toute une sorte de running gag autour de l'entraîneur de basket Phil Jackson et de sa capacité à motiver ses troupes, qui est lourde, qui est complètement déplacée, ça ressemble pas au personnage, enfin, mais au personnage du film, hein. Je connais pas Deadshot de la BD, moi je connais un peu Deadshot des jeux vidéo Arkham, mais sinon, la série de jeux vidéo Arkham avec Batman, voilà, je le connais pas, et là ça correspond pas au personnage, c'est-à-dire c'est ça qui est terrible, c'est que ça devient une sorte d'ajout Will Smithesque, et on sent très bien que le réalisateur n'avait pas les moyens, n'a pas su trouver le rapport, mais je pense surtout n'avait pas les moyens de négocier là-dessus, de s'opposer à ça, de dire à un moment donné non. Ce qui fait que tous les acteurs ont un peu fait ce qu'ils voulaient. Dans le leading cast, c'est-à-dire Margot Robbie moins, parce qu'on sent qu'elle aime vraiment le personnage et qu'elle voulait vraiment donner au réalisateur ce qu'il voulait. Ça se sent dans la retenue, je trouve qu'elle a eu à un moment donné à être Harley Quinn, même si le film a gardé toutes les vannes qu'elle a pu faire, j'ai l'impression, au tournage, ce qui fait que ça fait un côté très glooby-boulguesque. Bon, ok, ça c'est un truc de vieux. Ça fait un peu... bordel organisé, ça aussi c'est un truc de vieux. Merde, je trouve pas d'expression Jones pour le dire. Merde, Jones aussi ça fait vieux. Merde, putain, je suis complètement à l'arrache, largué, ringard. Bref, tout ça pour dire, Margot Robbie, on sent dans le tournage qu'elle a donné beaucoup et que du coup le personnage tient plus ou moins la route. Le film est pas bon et son histoire est pas très intéressante. Je suis un peu méchant, mais je vais en parler dans 2 minutes, de l'histoire de Harley Quinn. Par contre, on sent vraiment que Jared Leto aussi, il a fait ce qu'il voulait, il a donné ce côté... c'est le Joker que Jared Leto voulait interpréter. Voilà. Et donc, aussi Will Smith, il a fait ce qu'il voulait. C'est pas possible de donner corps à un film et de donner de la cohérence quand il se passe ce genre de truc. À un moment donné, ça donne un film où on peut avoir des petits bouts, chacun va trouver son petit bout qui lui plaît, mais c'est pas comme ça qu'on obtient un bon film, et surtout un film qui s'est vendu, et je reviens sur les bandes annonces, comme un grand film. Donc, l'histoire de Harley avec le Joker, comme j'ai spoilé légèrement avant, c'est une histoire d'amour. Je spoile pas comment ça se déroule, vous le verrez dans le film, mais c'est une histoire d'amour, basta. Il n'y a pas ce qu'on avait pu voir dans la... Par exemple, là je suis obligé de parler un peu de référence, mais c'est juste pour donner une comparaison, je suis pas en train de dire que le film aurait dû être comme ça ou pas. Dans le dessin animé, le Joker utilise complètement Harley Quinn comme un outil. Il se fout complètement de ses sentiments, il se moque d'elle, il est à 2 doigts de la tuer sans arrêt, voilà, elle sert ses intérêts, basta. Dans le film, on n'a pas cette sensation du tout, et très très vite, et à un moment donné, c'est prouvé par une scène très romantique, comme ça. C'est vraiment une histoire d'amour romantique entre 2 fous, 2 asociaux, 2 psychopathes assassins. Et je dois être honnête, je ne trouve pas cette orientation désagréable ou mal foutue. C'est simplement très nunuche, très romantique, mais ça ressemble au personnage d'Harley Quinn, et à un moment donné, on voit dans le film un fantasme de vie future d'Harley Quinn avec le Joker, et voilà, elle est complètement... C'est une midinette, elle est juste folle. Et lui aussi. Ce qui fait qu'ils s'alimentent comme ça, tous les deux, dans une sorte de frénésie que le film voudrait vendre. Ça, le film y arrive beaucoup moins.
Mais grosso modo, on les voit conduire une voiture, voilà. Oh mon dieu, on respecte pas la signalisation. Bon, c'est des gens dangereux, mais ensemble, on les voit rien faire de particulièrement immoral. C'est dommage d'ailleurs, parce que dans Batman vs Superman, il y a un détail, la fameuse armure de Robin, qui sous-entendrait une histoire assez dégueulasse. Et j'aurais beaucoup aimé qu'ils aillent vers ça, qu'ils nous racontent un peu ça. Je trouve que ça aurait été bien placé dans ce film-là. Qu'on n'ait pas le point de vue de Batman là-dessus, mais qu'on ait d'abord le point de vue du Joker et surtout de Harley Quinn là-dessus. J'aurais trouvé ça très très intéressant avant de réutiliser ça dans un film futur. Bon, ils sont pas à ce niveau d'écriture-là en termes de relation entre les films. On verra ce que ça donne. C'est un peu le bordel pour l'instant d'ici, hein. Même si je fais partie de ceux qui défendent Batman vs Superman, je suis le premier à concéder que c'est aussi le bordel. Et qu'il y a beaucoup de mauvaises idées pour les films suivants qui sont introduites dans Batman vs Superman et dans Suicide Squad. Bref. En tout cas, cette relation du Joker et de Harley, moi, je l'ai trouvée assumée, cohérente. C'est le seul truc que j'ai trouvé qui globalement fonctionne dans le film. Je sais, il y a des grandes levées de boucliers, donc calmez-vous tous ces... Pose ce flingue, ok? Pose-moi ce flingue. Ouais, bah j'ai pas détesté le Joker, je suis désolé, ouais, c'est pas la peine de me huer. J'ai pas détesté ce Joker, je l'ai même trouvé classe par moment. Effectivement, il fait chef de gang. Il est moins terrifiant que le Jared Leto, n'importe quoi, que celui de Heath Ledger. Il est moins cabotinard que celui de Jack Nicholson, mais je trouve qu'il a une personnalité. Par contre, tous les gens qui me disent c'est un Joker au rabais, il est naze, il est pas intéressant, je suis désolé. On peut pas aller aussi loin sur le personnage. On peut ne pas aimer l'orientation du personnage, mais on peut pas dire ça parce que tout simplement c'est un personnage secondaire. Là encore sur la bande-annonce, ils ont menti à mort parce qu'ils en faisaient un personnage principal dans la bande-annonce. Donc moi-même j'étais déçu en sortant du film la première fois en me disant non mais c'est quoi ce foutage de gueule. Dans la bande-annonce il avait un rôle hyper important, là il est même pas là. Il est dans l'histoire d'Harley Quinn et ça s'arrête là. Ouais, je suis désolé de spoiler, mais ça, au moins je vous ai évité de vous faire griller par la bande-annonce. Et vous apprécierez peut-être le film avec plus de modération comme ça. Mais c'est un petit scandale par rapport aux bandes-annonces. Il est vraiment secondaire. Mais tout en étant secondaire, il est vachement bien. Il y a des plans comme ça. À un moment, il est couché autour de lui. Il y a une sorte comment dire, de motif fait avec des couteaux. C'est assez fou comme image. Encore une fois, il y a une image très romantique, une scène très romantique avec Harley Quinn qui marche bien, où il est classe. Les tatouages, notamment le tatouage qu'il a sur la main, là, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé cet effet-là, qui ont trouvé que ça faisait vraiment beau gosse, qui veut pas parce que voilà, c'est un Joker qui a pas les cicatrices ou la gueule déformée par un accident ou quoi que ce soit. C'est juste un Joker. C'est-à-dire il est fou, il est probablement psychopathe, hein, déviant, mais il va pas au-delà. Et d'ailleurs, il a encore un élément qui le rend encore moins fou, c'est qu'il est amoureux. Donc oui, mais moi je suis curieux de voir comment ce Joker-là peut se dépêtrer face à un Batman aussi sombre que celui de Ben Affleck. J'ai envie de voir ça, moi, quand même. C'est un Batman qui me rend curieux, déjà. Des films suivants, et dans le film, il tient bien sa place. Il n'est pas extraordinaire, non, parce qu'il est secondaire, parce que d'abord et avant tout, il n'a pas assez de place pour l'être. Mais je trouve que quand il est là, il fonctionne bien. Il ne vampirise pas l'écran. Loin de moi l'idée de dire qu'il a l'impact qu'a pu avoir Jack Nicholson à l'époque, ou Heath Ledger. Ça, on est bien d'accord, il n'y a vraiment pas de comparaison en termes de présence. Mais j'insiste, c'est le personnage secondaire d'un film. On pourra se faire une idée que s'il devient vraiment important dans un des futurs films de DC. Là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je viens d'apprendre que le méchant du futur Batman de Ben Affleck serait Deathstroke. Donc on risque de, encore une fois, pas avoir le Joker dedans. Je me demande si c'est pas dû aux grandes critiques qui ont eu lieu autour du Joker et des réponses que Jared Leto a formulées, qui visiblement je les ai pas vues mais étaient assez sèches, étaient assez dures avec le réalisateur du film, donc d'après ce que j'ai entendu, hein, j'ai pas tout compris, il était assez critique du résultat du film en fait, de l'objet final. Du film final. Donc je sais pas trop, est-ce qu'il va encore réapparaître dans les autres films, ou est-ce qu'au contraire ils vont le laisser essentiellement dans les Suicide Squad parce qu'il a un peu trop gueulé. Possible, hein, parce que c'est, voilà, Jared Leto c'est aussi un créatif, c'est un mec qui a un groupe de musique, c'est un acteur, comme je disais, un acteur artiste qui crée ses personnages, donc à un moment donné il veut aussi, il s'implique personnellement beaucoup plus, comme je disais, qu'un Hugh Jackman qui va être par définition plus en retrait, même si par exemple Hugh Jackman
a énormément d'importance maintenant dans la série des Wolverine et qu'il considère que c'est le personnage de sa carrière, quoi. Donc il a absolument raison. Mais c'est pas le même type quand il est en tournage d'investissement, c'est juste pas la même chose. Donc forcément, il est plus dur, il apporte beaucoup plus Jared Leto sur les tournages, mais il est aussi beaucoup plus dur sur les résultats, par définition. C'est un peu la même chose pour Jake Gyllenhaal, par exemple. Bref. Et d'autres acteurs, hein, il y en a plein comme ça. Hein. Mais je veux dire... Je conclurai simplement là-dessus en disant que l'histoire d'Harley Quinn n'est pas si mal dans le film. Elle est un peu noyée par le film, et j'aurais préféré que le film soit centré sur Harley Quinn et le Joker, et le fait qu'elle fasse du Suicide Squad soit grosso modo une sorte de conséquence de leur histoire à eux, ce qui nous aurait ramené plus directement vers Batman. Je trouve que Deadshot est mal écrit, et de facto, ça m'intéresse pas de le voir dans un autre film. Je sors du film en me disant j'espère qu'ils vont pas reprendre Will Smith. Et je reviens sur ce que je disais avant, sur les Will Smith movies. C'est terrible, parce que je trouve que Will Smith est un très bon acteur. D'ailleurs, je me suis rendu compte... Je pensais que j'avais pas vu tous les derniers films de Will Smith, et en fait, je me suis rendu compte que, bah si. Je les ai tous vus au cinéma. Donc, à un moment donné, c'est un mec... Sur ses propres films, il est super doué. Pour teaser, pour faire des bandes annonces qu'on a envie d'aller voir. Et souvent, le résultat, c'est des bons films. Je pense pas que ce soit des chefs-d'œuvre, mais c'est des vrais bons films, c'est réussi, c'est carré, c'est au-dessus d'un film bien, c'est bon, voire très bon. C'est jamais des chefs-d'œuvre parce qu'il y a toujours la limite, je pense, et il devrait à un moment lâcher prise complètement et arrêter de nous faire des films avec ses codes à lui. Mais bon, voilà, hein, c'est aussi comme ça qu'il se vend, donc bon, je fais mon cake, mais il est multimillionnaire, le garçon, donc il n'a probablement rien à foutre de ce genre de point de vue, mais je pense que c'est un acteur qui a le potentiel de faire des chefs-d'œuvre et qui le fait jamais parce qu'à un moment donné, il revend la même chose. Quoi qu'il arrive, il va revendre un peu de Will Smith dans ses films. Même quand il essaie d'être plus sobre, comme dans After Earth, ou bien dans son dernier film qui s'appelait Seul contre tous, Concussion en version originale, parce que pour moi, Seul contre tous en français, c'est le film de Gaspard Noé. Donc dans Concussion ou dans After Earth, Will Smith est juste sobre. Mais il fait encore du Will Smith sobre, c'est-à-dire c'est même devenu une formule aussi. Bref, il serait temps qu'il lâche prise complètement et qu'il fasse des films qui l'emmènent un peu plus loin que ça. Bon, il le fait pas, ses films sont restés. D'ailleurs, quand j'ai rematé sa filmographie pour cette vidéo, bah oui, c'est bon, c'est même des films très bons, donc à un moment donné, tu lui dis ça, le gars il te dit, mais ta gueule, je fais des très bons films. Bah oui, c'est vrai. Mais tu pourrais faire des chefs-d'œuvre, mais tu veux pas prendre le risque. Ouais. Donc voilà, tout ça pour dire, on se retrouve à chaque fois avec le même genre de problème. Et là, en plus, quand ça gâche un autre film qui aurait pu être pas un chef-d'œuvre, mais qui aurait pu être meilleur, ça fait chier. Ça fait chier, quoi. Donc, je ferme la parenthèse sur les Will Smith movies. J'en arrive... Je pense pas que j'ai beaucoup d'autres choses à aborder sur Suicide Squad, ça va déjà faire une vidéo super longue, je pense qu'elle va être en 4 ou 5 parties, celle-là. Je rajouterai juste un tout petit truc concernant Margot Robbie. Je ne sais pas encore, il y a des gens qui disent que c'est une grande actrice parce qu'elle a réussi à donner vie au personnage d'Harley Quinn malgré la grande faiblesse du film. Oui, ça fait d'elle une très bonne actrice. Une grande actrice, je vais encore attendre. Je trouve que pour l'instant, elle joue des rôles relativement similaires à chaque fois. C'est un peu la malédiction d'être une jolie femme à Hollywood, hein, de correspondre au canon esthétique de notre époque, blonde, grande, avec une poitrine généreuse et blablabla. Bon, bah, malheureusement, on propose souvent le même type de rôle. Ça, c'est l'époque qui fait ça. Mais il serait temps, enfin, peut-être que c'est un peu tôt, parce qu'elle n'est pas encore aussi connue que ça, quoique... Mais je pense qu'il serait temps que Harley Quinn, pour être un personnage qui pourrait la propulser vers autre chose et voir ce qu'elle vaut dans des rôles plus complexes, ce serait intéressant maintenant. Donc je dirais pas que c'est une grande actrice, je dis que c'est une très bonne actrice, ouais, elle joue bien. Non, très bonne, je suis même pas encore sûr. Elle joue, c'est une bonne actrice. Je sais pas encore si elle joue très bien. Ça, je vais me garder encore quelques films à voir avant de me faire une idée là-dessus. Voilà, pour moi, une très bonne actrice, c'est Nicole Kidman, quoi, par exemple. D'ailleurs, oui, j'allais oublier. Je refais une parenthèse. J'ai vu beaucoup de gens critiquer le jeu d'acteur. J'entends souvent dans les différentes vidéos sur Internet, et j'en ai pas trouvé. Si vous en avez trouvé sur ce sujet-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Tous les critiques de films que je suis, qui soient bons, ou la grande totalité, peut-être à part le Fossoyeur de film, ont tous des acteurs qu'ils ne supportent pas, dont ils trouvent le jeu mauvais, et ils vont même jusqu'à argumenter en disant que voilà, ils font toujours la même chose, ce genre de choses. Je vais être clair, je trouve que je n'ai pas encore vu
des vidéos sur YouTube ou des critiques. J'ai pas lu de critiques à un moment donné, alors j'ai pas une grande culture de la critique écrite, hein, donc n'hésitez pas à m'envoyer non plus, ça m'intéresse énormément, sur comment évaluer le jeu d'un acteur. Parce que je trouve que vraiment, par moment, les critiques que j'entends sur les acteurs sont souvent injustes. C'est Ben Affleck, les gens supportent pas sa gueule, et voilà. Merde, ce qu'il propose dans Argo, c'est formidable, il est excellent. Ce qu'il propose dans Gone Girl, c'est excellent, c'est complètement autre chose que ce qu'il a fait avant, et c'est super bon. Ce qu'il propose dans Batman vs Superman, c'est excellent. Enfin, c'est un mec qui quand même a fait du chemin depuis Pearl Harbor, donc il faut un petit peu enlever ses œillères, il me semble. Mais moi-même, j'ai pas d'acteurs que je déteste, par exemple, pour prendre les acteurs que je trouve vraiment limités, inintéressants, au-delà du fait que je puisse aimer leur humour ou pas, j'irais prendre Ben Stiller ou Adam Sandler. Jusqu'à dernièrement, Adam Sandler, il n'y a pas un film de lui que je rattrapais, quoi. Je trouvais tout nul à chier, vraiment. Hein. Et pourtant, j'ai pas de problème à mater des films de tout genre, mais alors lui, il n'y avait pas moyen. Et là, j'ai enfin vu Punch Drunk Love, et je suis sur le cul, il est formidable dans ce film. Il est magnifique, c'est un film qui est déjà très très bon, mais lui, il est magnifique, il est bouleversant dans ce film. Donc, à un moment donné, bon, évidemment, le rapport au réalisateur joue énormément. Quand on a Paul Thomas Anderson derrière la caméra, ça change beaucoup de choses. Mais je veux dire, un mec de ce calibre-là, c'est sûr que le jeu d'acteur, il a tendance à l'élever, je pense, à le tirer vers le haut. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on peut dire d'un acteur, il est nul dans tous ses films, il fait tout le temps la même chose. J'aimerais vraiment qu'on me donne des détails. Et je pense que je vais essayer de faire une vidéo là-dessus, sur comment évaluer le jeu d'acteur, parce que je trouve qu'on est vraiment dans la caricature. On est constamment en train de critiquer les acteurs, je pense, à des endroits où ils ne devraient pas être critiqués, c'est-à-dire sur leur physique. Déjà, c'est une attaque que je trouve très 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 limite. Moralement, mais même en termes de film, c'est souvent complètement gratuit. Moi, j'ai des connaissances qui m'ont déjà dit non mais t'as vu comme quel acteur ou telle actrice, c'est moche. Comme si c'était un argument de critique du film. Alors je sais, je suis en train de donner un argument un peu caricatural, mais si on me le dit, c'est qu'on peut se permettre de le penser, mais je trouve que c'est très limite comme perception du jeu d'acteur. Et c'est limité en plus comme perception du jeu d'acteur. C'est ça qui est pire. Donc déjà, c'est un peu gros, mais on peut déjà éviter de s'attaquer au physique. Mais ensuite, l'éthique de jeu, ou ce que l'acteur refait, ouais, c'est un autre élément qui permet d'évaluer un peu son type de jeu. Mais on peut pas simplement dire « je le supporte pas » ou « il est nul ». Ouais, on a tous des limites physiques, il y a des gens qu'on apprécie plus visuellement. Mais à un moment donné, on est aussi noche, quoi, je veux dire. Vous n'êtes pas obligé de coucher avec le personnage, quoi. Je veux dire, l'empathie qu'on doit avoir pour le personnage, elle va être plus limitée. Il faut juste l'admettre et s'en rendre compte, et du coup se dire, bon, ok, c'est un acteur que j'aime moins, bon, je vais être moins dedans. Mais il y a d'autres manières, d'autres éléments pour évaluer le jeu d'acteur, je pense. Les exemples qui me viennent en tête, c'est par exemple la manière de parler. Si l'acteur, selon les films, a été capable de parler de plusieurs manières différentes. Ça, déjà, ça me paraît être... C'est pas faire des accents, hein, je parle pas de trucs forcément comiques, mais vraiment une autre type d'élocution. Dans combien de films il a fait, combien de fois différentes, est-ce que ça fonctionnait, est-ce que c'était pas trop caricatural par moment. De l'autre, un autre élément auquel je pense, c'est le jeu du corps. Qu'est-ce que l'acteur fait avec son corps? Il y a une magnifique vidéo sur Robin Williams qui est fait par un tueur, là, c'est la série vidéo, si vous connaissez pas, mais je pense que vous connaissez, s'appelle Every Frame a Paintings. C'est extraordinaire. Et il a fait une vidéo sur Robin Williams pour expliquer les finesses de jeu d'acteur, c'est formidable, c'est juste formidable. J'ai appris beaucoup de choses dans cette vidéo, justement, c'est un des rares que j'ai vu faire une vidéo que j'ai trouvée cohérente et vraiment profonde sur une critique de jeu d'acteur. Enfin, il n'utilise pas Robin Williams pour critiquer son jeu, mais pour expliquer ce que c'est le jeu d'acteur. Et il en aborde que des petites choses, c'est très intéressant. Je vous conseille de la voir de toute façon. Mais je ferai aussi une vidéo, pas dessus même niveau, je suis pas au niveau de spec là, hein, on est bien d'accord. Mais pour réfléchir là-dessus, je trouverai un film, ou je sais pas, ou peut-être que je prendrai un acteur précis, qui est souvent critiqué, Ben Affleck, ou Christian Bale, ou d'autres. Mais donc voilà, il y a des éléments comme ça sur lesquels on peut dire, voilà, dans ce film, je trouve que il a toujours la même élocution de film en film, boum boum, d'accord. Il rejoue le même type de personnage de film en film, ok. Il a des types de jeu, ok. Mais il y a d'autres éléments, par exemple... l'implication dans le jeu. Par exemple, quand les gens me disent Christian Bale se contente de perdre et de prendre du poids, je trouve que c'est complètement débile comme critique. C'est super dur de perdre et de prendre du poids. Ça fait partie du travail d'acteur et ça demande des sacrifices au quotidien. C'est complètement louable. On peut pas dire il fait juste ça, parce qu'en plus c'est pas facile du tout. Donc c'est une qualité, ça.
c'est une qualité énorme. Finalement, si on regarde bien, il y a peu de grands acteurs qui le font. Donc, je suis pas en train de défendre Christian Bale, il a plein de défauts, mais je veux dire, c'est... Évaluer le jeu d'acteur, ça doit être quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus fin, il me semble. Et je pense j'ai l'impression qu'on manque encore de finesse à cet endroit-là, et c'est dommage, on se coupe d'un outil de perception encore plus dense du cinéma. Je parle vraiment des vidéos YouTube, hein. Je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui nuancent ces choses-là. Et je vais essayer d'apporter ma petite pierre à ça, mais j'espère que d'autres, beaucoup plus doués que moi, vont à un moment donné se pencher sur le truc et qui vont sortir des vidéos définitives sur la question. Mais j'en ferai une pour le plaisir, comme ça, parce que justement, il y a eu des grosses critiques sur le jeu, notamment de Jared Leto, je trouve que c'était pas justifié. Voilà. Surtout pour un personnage secondaire. Avant d'aborder le bilan de Suicide Squad, j'aimerais d'abord vous parler un peu, je l'ai dit un petit peu au début de la vidéo, du fait que j'ai vu le film en italien. Alors en fait non, ça n'a pas grand intérêt que j'ai vu le film en italien. Je l'ai vu en Italie, dans une salle de cinéma surtout, qui pratiquait, on va dire, la pause de milieu de film. Alors, sachant que j'avais pas spécialement aimé le film à la base, et que j'étais amené à le revoir pour différentes raisons familiales et ainsi de suite, j'ai pu constater, par contre, à cause de cette pause, une autre forme de nature du film que j'avais pas encore assez constaté avant. J'ai beaucoup critiqué au début de cette critique l'omniprésence du clip et le côté très, comment dire, surdécoupé de l'intrigue et des rapports entre les personnages. Alors qu'en fait, je pense que c'est un type de film qui peut pas me convenir, mais je vais m'expliquer clairement. Quand il y a eu cette pause au milieu du film, donc en fait c'est vraiment un entracte, hein, c'est-à-dire la lumière se rallume, il y a un message sur l'écran qui vous dit le film reprend dans 5 minutes, petite pause pour ceux qui veulent aller aux toilettes, ainsi de suite, enfin bon, c'est sous-entendu, et la pause dure 5 minutes et le film reprend. Et je me suis rendu compte que Suicide Squad, ça troublait pas sa vision du tout, je trouve. C'est typiquement un film qui est tellement monté, on va dire, séquence par séquence, et c'est quasiment des mini-séquences, c'est-à-dire des séquences qui sont tellement rapides, que je trouve que c'est un film qui pouvait être tout à fait vu de manière épisodique, et on pouvait même éventuellement rater des morceaux. Ça m'a donné à réfléchir un petit peu, enfin pas à réfléchir, mais ça m'a fait repenser à ce phénomène qui est très récent, qui doit y avoir un peu moins de 10 ans, qui est l'explosion des smartphones, et le fait que maintenant au cinéma, il y a beaucoup de gens qui ont leur téléphone sur eux et qui le consultent avant et pendant le film. C'est-à-dire qu'on a maintenant une manière de regarder les films qui a beaucoup changé, je trouve. On a une autre manière de percevoir l'image de cinéma. Je pense qu'il y a encore 15 ans, quand j'étais, on va dire, encore à la fac et que j'allais au cinéma, je regardais le film, c'est-à-dire que je pouvais recevoir des textos ou autres, être un peu interpellé par mon téléphone portable déjà, mais j'avais pas la possibilité de m'évader du film aussi fortement que maintenant. Pourquoi je parle de ça ? C'est parce que ça a changé la manière dont on regarde les images audiovisuelles. On voit vraiment que les gens maintenant, s'ils ne veulent pas voir, ou s'ils veulent tout simplement voir que ce qui les intéresse, ils peuvent le faire. Alors là je suis un peu parti dans l'interprétation, mais ce que j'essaie de dire plus simplement, c'est que on regarde plus complètement le film, ou moins complètement le film qu'avant. Il y a toujours eu, depuis que le cinéma existe, des manières de pas regarder, ou de pas entendre, ou de pas percevoir ce qu'on veut nous montrer. Mais je trouve qu'on a vraiment perdu en attention d'un point de vue global. En tout cas, c'est mon impression. Moi-même, ça m'arrive de regarder mon téléphone devant un film, le moins souvent possible, parce que je veux vraiment percevoir et sentir le film tel qu'il est, et le moins faire de l'interprétation, mais ça m'arrive aussi. Et ça m'a sauté aux yeux d'un seul coup, que je le faisais aussi, et que du coup je regardais plus forcément les films en entier, que j'avais besoin de les revoir souvent, pour les avoir regardés complètement. Alors il y a toujours des moments d'absence, des moments où on pense des choses qu'on rate, mais je trouve qu'avec des outils dans lesquels on peut se plonger en plein dans le film, c'est-à-dire d'autres images qu'on peut voir pendant le film, on rate encore plus le film, ou plus modestement, on voit le film d'une certaine manière. Et je trouve qu'un film très clipesque comme Suicide Squad, comme il est monté, comme il est rythmé, ce côté à mon avis est complètement, on va dire, tous ces morceaux qui sont vraiment très très différents les uns des autres, me renvoient vraiment à l'idée de cette manière très contemporaine de regarder les films avec
moins d'attention au film, paradoxalement. Et dans ce sens-là, Suicide Squad colle bien. C'est-à-dire que je suis pas en train de dire que c'est un bon film, je suis simplement en train de dire que quand on regarde un film comme ça passe... Suicide Squad est plus facile à percevoir que d'autres. Je vais faire une comparaison comme ça un peu lourdingue, mais qui est vraiment tirée par les cheveux, mais The Revenant, le dernier film, notamment avec Leonardo DiCaprio, si je dis pas de bêtises, le dernier film d'un réalisateur espagnol, mais comme j'ai oublié le nom, j'ai pas envie de dire de bêtises, je vous le mettrai en texte à l'écran probablement, est par définition un film qui joue sur la durée, donc si on ne laisse pas l'image parler dans toute son entièreté et qu'on la coupe en coupant notre attention de l'image et du son, enfin du film tout simplement, on ne peut pas réellement juger ce film, ou tout simplement on passe à côté un peu de ce film. Tout simplement parce qu'il a un rapport à la durée et à la durée du plan notamment qui est beaucoup plus importante pour la qualité de sa perception, la qualité qu'on peut avoir de sa perception. C'est pas le cas de Suicide Squad qui est un film vraiment chewing-gum, qui a un côté un petit peu... alors je vais être vraiment encore une fois assez dur sur le film, mais c'est un peu un film Kleenex quoi, c'est-à-dire que toutes les séquences se mangent et sont recrachées aussi sec quoi, il y a un côté chewing-gum, et c'est très... c'est pas un signe de qualité de ce film, ça il faut vraiment que j'insiste là-dessus. De mon point de vue, d'un point de vue cinématographique, je pense que même c'est un gros défaut. Je pense que c'est un film, à le regarder tout seul, c'est un film plutôt ennuyant, globalement. Mais le fait d'avoir eu cet entracte m'a vraiment fait comprendre que ça permettait aussi à un public qui, tout simplement, veut du film chewing-gum, peut être complètement satisfait. Et je suis en train de faire là, ce que je suis en train de dire, c'est un peu pédant et un peu snob, mais c'est pas ce que je veux dire, c'est que il y a différentes manières de percevoir un film, et il n'y a pas de problème là-dessus, de mon point de vue. Je dis juste que Suicide Squad a sa place dans cette niche-là. Et qu'en fait, pour revenir à ce que je disais avant, la bande-annonce, mais aussi ce que les personnages de tueurs promettaient du film, ont simplement menti. C'est pas le public qui allait voir Suicide Squad pour ça, est complètement été à la masse, et c'est pas du tout ce qui a été vendu au final. Et ce côté clipesque, ce côté film chewing-gum aussi, et aussi un truc à mon avis qui va plaire entre guillemets à un public probablement, mais qui va perdre définitivement, je pense, le public qui était venu chercher ce que je citais avant, c'est-à-dire ce que la bande-annonce vendait, quelque chose avec une ampleur, avec notamment un Joker beaucoup plus important. Je l'ai pas dit avant, je crois, mais la bande-annonce qui finissait avec le Joker qui disait I'm gonna hurt you really really bad, et elle lui donnait une importance hyper forte dans la narration, ce qui est plus le cas du tout dans le film final. Et le sujet de prendre une équipe de méchants pour en faire, entre guillemets, les personnages centraux du film, comme c'est aussi bafoué par le film et mal exploité, puisque désassumé, hein, en tout cas c'est mon impression, a complètement perdu le public qui venait chercher ça. Or c'était vraiment comme ça que le film avait été vendu. Par contre le côté clipesque et ainsi de suite trouve un public qui va voir le cinéma de manière beaucoup plus, et je dis ça avec beaucoup de respect, frivole, tout simplement pour se faire plaisir, pour passer un bon moment. Et Suicide Squad sera pas pire qu'un autre film dans ce cas-là, je pense. Il est pas... Il y a bien pire quoi dans le genre film chewing-gum. Bien pire que ça. Je pourrais faire une vidéo sur les Transformers de Michael Bay, je trouve qu'ils sont à ce niveau-là des cas d'école. Mais quoique, allez, on va dire éventuellement Transformers 1, mais bon, peu importe, j'en parlerai une autre fois. Mais tout ça pour dire, cet entracte m'a vraiment donné à ressentir à un moment donné que le film reprenait et que ça m'avait pas du tout dérangé. Pas dans le sens où j'aimais pas le film ou quoi que ce soit, dans le sens où vraiment je ne perdais pas l'intrigue, au bout de 2 minutes j'étais de nouveau dedans, je fais ah bah oui effectivement, j'ai rien perdu, et je me suis rendu compte que si je ratais des morceaux c'était pas si dérangeant que ça, le film répétant souvent sa propre intrigue. Il a probablement été pensé comme ça, hein. Ce serait vraiment sous-estimer David Ayer de se dire il a pas vu ça, il a pas vu toutes ces répétitions. Si, il a pensé son film en termes de grand public, il a voulu faire un film chewing-gum, un film, voilà, pour être un peu moins dur, je vais dire un film bubblegum, c'est-à-dire un film sympathique pour les jeunes, je caricature exprès, hein, mais on va dire simplement pour un public qui vient s'amuser au cinéma et qui a envie de rigoler avec des personnages un peu limites, un peu badass, un petit peu sexy, parce que ça je l'ai pas dit avant, mais avoir des méchants comme héros, ça donne tout de suite un côté épicé, quoi, un côté spicy, un côté excitant, parce qu'ils peuvent être un peu plus immoraux, faire des choses qui peuvent être un peu plus excitantes, parce que par morale, on ne le ferait jamais. Donc ça, c'est plutôt un bon argument de vente, et je comprends que du coup, le film puisse fonctionner, voilà,
Harley, alors je spoil une séquence, mais elle est dans la bande-annonce du film. Harley qui pète une vitrine pour voler un sac à main. J'ai pas envie de dire que c'est un fantasme de tout accro du shopping qui se respecte, mais aussi bien homme que femme. Mais quand même, je veux dire, ça joue un petit peu sur ces éléments-là. Alors ça, on est d'accord, il n'y a pas de grande finesse là-dedans, et c'est pas très drôle. Mais ça parle quand même de ce côté film bubblegum, film entre guillemets décomplexé, et qui aurait cette nature un petit peu frivole. Mais je vais revenir une dernière fois, oui je sais, je suis en train de vous saouler, hein, c'est marqué Suicide Squad sur la critique, en fait je vous parle plus des Gardiens de la Galaxie. Enfin non, je pense pas, j'ai pas déliré pour une fois à ce point-là. Mais dans les Gardiens de la Galaxie, il y avait ce côté bubblegum, mais il était assumé jusqu'au bout. Encore une fois, Suicide Squad ne le fait pas. Avec cette fin qui se prend très très au sérieux, et notamment dans son cliffhanger, et qui voudrait en plus créer une sorte d'empathie face au personnage de Deadshot. J'en ai déjà parlé avant, ça marche pas du tout selon moi, ça ne fonctionne pas. Je comprends qu'on puisse être touché, il n'y a pas de problème, hein. On a tous des cordes sensibles différentes, mais pour moi, en termes de cinéma, ça ne fonctionne pas. J'en arrive donc au bilan, enfin. Je pensais pas faire des vidéos aussi longues, là je pense qu'il y aura 4 ou 5 parties. Mais bon, vous me connaissez, si vous écoutez, c'est que j'espère ça vous plaît. Mes chers 6 abonnés, merci d'être là, je me sens moins seul. Je dirais que, pour faire un bilan simple, Suicide Squad est un mauvais film qui s'est planté, notamment dans le choix d'adaptation des personnages. Mais quand je dis adaptation, je parle pas d'adaptation de la BD, hein, je parle simplement dans l'adaptation film. Pour résumer ma critique, je dirais simplement une chose. Si on veut adapter des assassins psychopathes comme personnages, on a 2 pistes, à mon avis, 2 grandes pistes. La première, c'est de les rendre réellement gentils, c'est-à-dire ils regrettent ce qu'ils ont fait et changent, ce qui est une ficelle classique, hein, c'est un cliché, mais elle a l'avantage d'être efficace et elle permet au spectateur à un moment donné de rentrer en empathie avec le personnage, surtout si l'histoire doit être sérieuse dans sa seconde partie et arriver, on va dire, à une forme de rédemption, mais c'est plus fort que ça, c'est pas forcément le personnage va rester badass parce que c'est pas parce qu'il a une forme de rédemption qu'il serait moins badass. Et il y a plein de films qui gèrent cette question-là de manière très fine, j'en ai pas forcément d'exemple en tête, mais bon voilà. Fermons la parenthèse, dans le genre très subtil, où le personnage était clairement un assassin, et trouve sa rédemption dans le film, et je trouve pour le coup sacrément bien foutu, on a Men on Fire de Tony Scott, sur lequel je ferai une vidéo, tiens. Ouais, ça me permettrait de parler de Tony Scott, réalisateur qui est décédé il y a pas longtemps, et c'est vraiment dommage, et c'est un type qui mérite qu'on parle de lui, il a une belle filmographie ce gars-là. Bon ok, il y a Top Gun dedans, mais calmez-vous, il y a aussi Men on Fire et d'autres films comme ça, donc pourquoi pas. Donc ce que je voulais dire, c'est que à un moment donné, on a cette première grande piste, qui est donc la rédemption, et la deuxième, c'est d'aller à fond dans le fait que les personnages n'ont aucune morale et ne s'en inquiètent pas. Il faut les mettre. Donc ça veut dire que c'est des personnages qui vont être très difficiles d'a priori à remettre en cause. En général, un personnage qui traverse une histoire, il se remet en cause, hein, il se transforme, sinon à quoi bon le faire traverser une histoire? Il y a une absence de ça dans Suicide Squad, j'insiste lourdement là-dessus. Deadshot le vit plus ou moins, mais c'est tellement mou et grossier que c'est ridicule. Harley ne change pas une seconde d'un bout à l'autre du film. Elle est exactement elle-même. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que son personnage est le plus marrant, entre guillemets, de mon point de vue, ou le plus cohérent. Mais c'est clair qu'on pourrait pas construire un film sur son trajet à elle dans le film, hein. C'est-à-dire que là, tel quel, ça bouge pas d'un poil. Bref, je veux pas spoiler, mais tout simplement, son trajet est une ligne droite. On peut pas dire les choses autrement. Donc, si on veut que les personnages soient des psychopathes amorales, on a un problème, c'est que ça va être difficile de les remettre en cause. Ce qu'il faut faire, c'est qu'ils s'attachent à quelqu'un, quelque chose, une cause, n'importe quoi, et faire en sorte qu'ils soient en difficulté par rapport à cette chose à laquelle ils s'attachent. Par exemple, dans Suicide Squad, ça aurait été, on leur fixe un but qu'ils n'ont pas envie de faire, vraiment pas envie, ils le montrent, ils le disent, et ils sont contraints de le faire parce qu'on les menace constamment. Leur vie est constamment en danger. C'est un exemple parmi d'autres, on peut faire des tas de manières, mais c'est simplement, pour bien qu'on se comprenne, les personnages sont contraints. Ce qui fait qu'on est, même si, et leurs chefs, comme dans le film, sont sadiques,
mais pour le coup, ils sont réellement sadiques. Dans le film, c'est juste des sales personnes. C'est pas vraiment du sadisme encore. Mais leurs chefs sont sadiques parce qu'ils veulent obtenir quelque chose qui peut être une bonne chose, hein. Mais comme on est du point de vue de nos amis psychopathes qui sont contraints de le faire, on a une empathie qui se crée parce qu'ils sont contraints, ils sont mis en esclavage. Ce qui est par définition révoltant. Et émotionnellement, si on est vraiment du point de vue de nos personnages psychopathes, assassins, on ressentira, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, de l'empathie pour eux dans le sens où ils sont contraints très fortement à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Le film ne fait pas ça. Le film ne fait tout simplement pas ça, ni l'un ni l'autre. Il reste au milieu, il reste mou. Résultat, on obtient, je trouve à ce jour, le plus mauvais film de la franchise du DC Universe. J'en ai pas beaucoup parlé parce que je pense que j'en parlerai plus dans une vidéo que je vais faire prochainement sur Batman vs Superman, où je traiterai aussi de Man of Steel, je pense, parce que comme c'est des films qui sont sortis il y a un petit moment et qu'il y a eu beaucoup de débats très houleux sur Internet, enfin houleux, très denses sur Internet chez les critiques, je vais attendre de regarder un peu plus ce que les autres critiques ont dit pour voir si moi j'ai quelque chose à sortir de réellement pertinent là-dessus. Alors j'ai 2-3 petites choses à dire, je pense, mais on verra. Donc je parlerai du DC Cinematic Universe dans un autre cadre. En fait, pour faire court, je pense que vous le savez, mais Suicide Squad fait partie d'une série de films autour des personnages de la Justice League, donc c'est-à-dire Batman, Superman, avec les deux films Man of Steel, Batman vs Superman, la Suicide Squad, et prochainement, l'année prochaine, on aura Wonder Woman, puis le film Justice League. Et je trouve que sur les 3 films, c'est clairement le plus mauvais, à tous les niveaux. Je trouve même qu'il fait du mal à la série. À comparer le Marvel Cinematic Universe, donc tous les films qui tournent autour des Avengers, je ne trouve pas que dans la série des films des Avengers, il y ait un film qui fasse du mal à la série. Il y en a qui sont moins bons, clairement moins bons que d'autres. Le niveau moyen est globalement moyen, j'ai envie de dire, dans le Marvel Cinematic Universe, mais il n'y a pas de film que je mettrais vraiment une encre du ciel en disant ça c'est vraiment pas bon. Et là, par contre, Suicide Squad, oui. Je suis vraiment curieux de savoir comment le public va aborder Wonder Woman, et si DC va vendre Wonder Woman en l'associant vraiment à la série du DC Cinematic Universe et en mettant Suicide Squad en avant. Pour vous donner une échelle d'idée, dans les bonus du DVD de Batman vs Superman, on parle de Suicide Squad. On dit qu'il va sortir. Je suis pas du tout sûr que dans la promo qu'on va avoir de Wonder Woman prochainement, on mettra en gros que le film est une suite de Suicide Squad. Déjà que le Man of Steel et Batman vs Superman ont beaucoup divisé le public et les critiques. Suicide Squad c'est encore pire, là il y a vraiment une halalie sur ce film, ça a été vraiment très violent globalement, aussi bien au niveau critique que public, même si le film a plutôt bien marché, et même s'il y a beaucoup de fans de cosplay, j'ai envie de dire, et je suis exprès caricatural parce que je trouve que les personnages n'existent pas plus que ça, qui disent que le film est très bien, notamment parce que Harley est très bien, ainsi de suite. Chose qui se discute vraiment, mais tout ça pour dire, dans le bilan, c'est vraiment son plus gros défaut pour moi, c'est d'être un mauvais film dans une série de films qui est ambitieuse. Les films de Zack Snyder sont très ambitieux, l'écriture que Christopher Nolan a faite sur Man of Steel notamment est très intéressante, et j'ai beaucoup aimé l'écriture de Batman vs Superman dans ses thèmes notamment et dans la manière dont il choisit de les traiter. Il y a plein de problèmes, j'en parlerai dans une autre vidéo, vraiment plein de problèmes, aussi bien dans Man of Steel que dans Batman vs Superman, mais c'était des films qui dans leur ambition, je trouve, sont vraiment très intéressants. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le fait que c'était des films qui étaient trop sombres. Moi, perso, je m'en fous. Si le film est sombre, tant pis, tant mieux. L'important, c'est que qu'il y a un ton et qu'on essaie d'aller jusqu'au bout d'un truc, et je trouve que dans le cas de Man of Steel ou de Batman vs Superman, c'est le cas. Suicide Squad est dans le même ton global, mais avec le côté, comme je disais, bubblegum de son récit. Il casse vraiment tout, et je trouve que du coup, il a l'air d'être hors ton par rapport au reste de la série. Bref, je pourrais encore en parler longtemps, vous avez compris. C'est pas un bon film, et j'ai du mal à le conseiller. Mais, si on aime bien les super-héros comme moi, faut le regarder, quoi. On peut l'attendre en Blu-ray largement. Bon, il est plus au cinéma, je crois, mais même si je sors cette vidéo une fois qu'il est plus au cinéma, je vous déconseille d'aller voir au cinéma, je trouve pas que ce soit nécessaire, quoi. Vraiment pas. À part les élans romantiques de l'histoire d'Harley qui sont vraiment pour le coup sympathiques, mais encore faut-il aimer le romantique à tendance baroque voire kitsch, hein, voilà, chacun son truc. Mais je dois admettre que ça, je trouve qu'il y a une certaine élévation, une certaine, comment dire, ouais, il y a une certaine, c'est un peu aigu, il y a quelque chose qui est tenté à cet endroit-là que le reste du film auquel tout le reste du film que le reste du film n'atteint jamais.
Il y a au moins ce romantisme-là, un peu décadent, un peu baroque. Et si on aime bien ça, on va peut-être pouvoir adhérer au film, quoi. Mais comme je trouve que c'est quand même relativement secondaire dans l'intrigue, waouh, c'est quand même hard, globalement. Tout ça pour dire que je vais m'arrêter là, tout simplement. Je n'aime pas Suicide Squad et je pense que c'est un mauvais film, je pense qu'il est raté. Nonobstant, David Ayer est quand même, à mon avis, un bon réalisateur, il s'est juste planté, ça arrive. J'espère qu'il fera pas Suicide Squad 2, parce que je pense vraiment qu'il a de mauvaises idées sur ce principe-là, et si un jour il devait faire une suite à Suicide Squad, j'espère que ce sera pas lui qui le réalisera. Par contre, je vous reconseille, comme je vous disais avant, de voir son film précédent, Fury, qui est vraiment bien, qui est vraiment un putain de bon film. Je ferai peut-être une vidéo dessus, c'est vraiment bien Fury. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, mais je pense que j'en parlerai, parce que je trouve que c'est un film qu'on n'a pas assez défendu et qui a de grandes qualités. Voilà, donc regardez Fury, laissez Suicide Squad de côté, bon bref, vous avez compris mon point de vue, je vais pas continuer 15 heures. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, ça m'a fait plaisir, j'espère que le principe vous plaît, que vous commencez à adhérer au principe des vidéos un peu longues comme ça, un petit peu radio. Je sais pas, faites votre vaisselle, votre ménage, et puis écoutez ça de côté, ou bien jouez aux jeux vidéo à côté, j'en sais rien. Tout ça pour dire, merci de m'avoir écouté. Je mets les liens comme d'habitude des autres critiques dans les liens des vidéos, même des anciennes vidéos, des fois j'en rajoute. Si j'en trouve d'autres que je trouve intéressants, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. La page Facebook, évidemment, je vous mettrai le lien dans les liens. Je mets régulièrement des vidéos de plein de gens intéressants et que je trouve vraiment très sympa. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Salut les amis, ciao!